Bonsoir et merci de cet accueil. Je m'appelle Thérèse Baïf. Généralement, quand je prends la parole en public, c'est en tant que militante de la cause des femmes et pour la lutte contre les violences intrafamiliales. Aujourd'hui, ce sera différent, je vais parler de moi. Je vais essayer d'ouvrir une petite fenêtre sur l'histoire de ma vie et ce qui m'a amenée à m'engager en tant que citoyenne, tout simplement. Mais avant, j'aimerais partager avec vous une histoire, l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée et qui m'a bousculée, c'est le cas de le dire. Cette femme avait connu un destin tellement hors norme que je crois que j'oublierai jamais. C'était il y a quelques années, nous avions ouvert dans le quartier des Camélias un espace de parole destiné aux femmes victimes de violences. Un matin, une jeune femme entre, le visage fermé, l'attitude presque hostile, et tout attraque sans dire bonjour, sans se présenter, avec de la violence et de la colère et de la désespérance peut-être dans la voix. Elle me dit « Moi, n'a plus de manger pour donner à mes enfants ». Après quelques secondes de flottement, je l'ai invitée à entrer dans la pièce que nous réservions habituellement pour les entretiens confidentiels en face à face. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'elle m'a été dit, ce serait trop long. Je l'appellerai Marie. Elle avait 27 ans, 2 enfants, une fille de 12 ans et un petit garçon de 4 ans. Marie me racontait que lorsqu'elle est née, sa maman est partie de la clinique en l'abandonnant. C'est sa grand-mère qui est venue la chercher 2 jours plus tard et qui l'a élevée jusqu'à l'âge de 5 ans. À 5 ans, Marie a dû venir habiter chez sa mère et le copain de sa mère parce qu'il a fallu la scolariser. La grand-mère habitait bien trop loin de l'école communale de ce village. Au lieu de l'attention ou de l'affection qu'elle avait peut-être droit quand même, je pense, Marie est devenue la causette de ce couple infernal. Elle était battue pour un oui, pour un non. Elle était maltraitée et c'était souvent plus les corvées que l'école. À 11 ans, Marie a été violée par un grand-oncle. Elle a voulu se débattre, bien sûr, mais elle me disait « Madame, vous savez, il était vieux, mais il était fort. » À 14 ans, enfin, Marie rencontre un jeune homme à peine plus âgé qu'elle. Il la regarde, il lui sourit, elle se sent exister, elle tombe dans ses bras et aussi tout de suite pratiquement enceinte. Mais le jeune homme, il n'était pas prêt pour devenir père et quand il a su, il a préféré s'éloigner. Et Marie, voilà, à 15 ans, maman d'une petite fille, est à nouveau abandonnée. Lorsque je l'ai rencontrée, Marie, elle venait juste de quitter un copain, le père de son petit garçon, qui était alcoolique et violent. Elle s'était éloignée parce qu'elle voulait d'abord se protéger, mais surtout, me dit-elle, protéger ses enfants. Elle avait trouvé un petit logement, mais il fallait bien sûr meubler, même sommairement, ce logement. Il fallait payer le loyer, la caution, les assurances. Et sur le plan financier, Marie était aux abois. Marie a parlé pendant très longtemps. Quand elle est partie au bout de 2 heures, avec quelques provisions que nous avions essayé quand même de récupérer pour elle, elle nous a dit timidement merci. Et j'ai vu dans son regard quelque chose d'assez indéfinissable, quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait à une petite lueur d'espoir. Cette femme qui n'avait connu que des malheurs et que des désillusions, et qui se battait courageusement pour ses enfants, très franchement, ça m'a énormément touchée. J'étais en colère, je dois le dire. J'étais révoltée. Mais je me suis dit,
quelle que soit la situation, le problème que nous aurons à affronter, nous ne devons pas baisser les bras. Il y a une solution, il y aura toujours une solution. Cette histoire de Marie m'a invitée en quelque sorte à revisiter ma propre histoire, même si elle n'est pas aussi tragique que celle de Marie. Je suis née aux Avirons, dans un village rural. Je suis l'aînée de 9 enfants, donc une famille nombreuse. Mon père était agriculteur. Il tenait aussi également un commerce au centre du village. Il travaillait beaucoup. À l'âge de 10 ans et demi, à l'âge de l'insouciance, pour les petites filles de mon âge, j'ai perdu ma mère. Elle avait 29 ans et elle laissait 4 orphelins, moi-même et mes 3 petits frères, âgés de 5 ans, 3 ans et le petit dernier de 2 mois. J'étais perdue, mais je crois que je n'ai pas saisi encore à ce moment-là ce qui nous arrivait. Mais très vite, je me suis rendu compte à quel point cette disparition allait marquer durablement et profondément le reste de notre vie. Mon père avait fait appel à de la famille, à une amie pour s'occuper de nous. On était très jeunes. Mais c'était une solution provisoire. Et il estimait devoir donner une nouvelle maman à ses enfants. Et il s'est remarié très vite. Ma belle-mère était quelqu'un qui connaissait déjà ma mère. Et elle a enragé de n'avoir pas fait, comme elle, un mariage d'amour. Elle en était jalouse et frustrée. Et elle s'est vengée sur nous. Nous sommes devenus ses souffres-douleurs. Ça a été pour nous, moi et mes petits frères, vraiment, des moments extrêmement difficiles, extrêmement pénibles. Et c'est vrai que ces moments-là, ils ont marqué notre vie, mais je crois qu'ils ont aussi forgé nos personnalités. À cette époque-là, les filles de mon village étaient destinées à se marier et à fonder une famille. Mon père, lui, il avait décidé que, comme pour les garçons, après mon certificat d'études primaires auprès de la seule école communale du village, je devais poursuivre ma scolarité. Il fallait donc quitter la maison pour aller en ville. Ma belle-mère, bien sûr, s'y est opposée. Je lui ai échappé. Et pour elle, c'était encore des dépenses tout à fait inutiles. Mais mon père a tenu bon, il n'a pas cédé. Je suis donc allée en ville. Au bout de quelques années, c'est à l'école Joinville que j'ai pu obtenir mon brevet élémentaire. J'ai poursuivi ensuite au lycée Juliette Dodu, qui était le seul lycée de jeunes filles de La Réunion, à cette époque-là. Mais mon père, à la fin de la guerre, dans les années qui suivaient la guerre, avait fait de très très mauvaises affaires et il avait du mal à remonter la pente. Et je crois que ma belle-mère y était aussi pour quelque chose. Je voyais bien que c'était difficile pour lui de faire face aux frais de scolarité, aux frais de pension régulièrement. Et je commençais à paniquer. Je ne voulais surtout pas retourner dans mon village pour être à nouveau le souffre-douleur de ma belle-mère, même si j'étais encore très jeune. Malgré une timidité paralysante qui m'empêchait vraiment de m'épanouir, j'ai cherché du travail. Et j'ai trouvé très vite. J'ai trouvé très vite du travail dans une banque d'abord, et puis j'ai passé des examens, des concours, et j'étais recrutée plus tard dans une administration, l'administration des eaux et forêts. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Office national des forêts. Entre-temps, j'avais rencontré celui qui allait devenir mon mari, Renaud, c'est le diminutif de Renaud. Nous nous sommes mariés en 1953, nous avons eu 2 enfants, un garçon et une fille. Ensuite, nous avons eu 5 petits-enfants. Et aujourd'hui, j'ai même un arrière-petit-fils de 4 ans. Ils font mon bonheur. Ce sont mes amours, c'est le centre de ma vie. Lorsque j'ai commencé à travailler, les femmes étaient consignées dans les postes de secrétaire ou les postes de standardistes. Les hommes, c'est les hommes qui occupaient les postes de décision, les postes de responsabilité. Je trouvais ça tellement injuste. Malgré le handicap de ma timidité, je me suis dit, il n'y a pas de raison. Il faut que je leur prouve que
Ben, la compétence, ça n'est pas du domaine uniquement masculin. J'ai continué à me former, je me suis inscrite au cours du soir à l'université. Lorsque je suis entrée, j'ai oublié de vous dire, quand je suis entrée aux Eaux-et-Forêts, j'étais donc recrutée comme agent de bureau, c'est-à-dire au poste le plus bas de la fonction publique. Et avec ces différents examens, je suis passée en quelques années, donc de ce poste d'agent de bureau, à un poste de cadre supérieur auprès de la direction. Je bossais, j'étais une bosseuse, et j'étais appréciée de ma direction. Et j'espère que j'ai réussi ma famille, et je pense que ma carrière, je l'ai réussi aussi, j'en suis très fière. Dans un milieu d'hommes, il n'y avait, quand j'ai travaillé, quand j'ai commencé aux Eaux-et-Forêts, il n'y avait que 2 secrétaires femmes, toutes les autres personnes étaient des hommes. C'est une administration où il n'y avait pratiquement que des hommes. Et donc, dans un milieu masculin, j'ai démontré que j'avais trouvé ma place et que je me faisais respecter. Mais ce problème de discrimination sexiste, ce problème entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose qui me dérangeait énormément. Et je voulais y ajouter mon grain de sel quand même. Je me suis dit peut-être de la politique avec de la politique, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que la politique était aussi le domaine réservé aux hommes. Donc je crois que je ne serais pas allée très loin. Et donc j'ai choisi un domaine qui correspondait beaucoup plus à mon tempérament, quelque chose où j'étais indépendante, j'avais les mains libres, où je pouvais être plus utile en tout cas et être plus efficace, le domaine associatif. J'ai commencé à créer en 1986 une première association qui s'appelait l'AFAR, l'Association Femmes Actuelles de la Réunion. Nous n'avions pas d'argent. Mais nous avions réussi à nous faire entendre. Nous avons même eu nos heures de gloire, je dirais. Nous avons rencontré des personnes vraiment très très importantes. Par exemple, Michel Debré, que j'ai rencontré lors d'une manifestation que nous avions faite. Également, Bernadette Chirac, qui était la femme du Premier ministre et qui était venue à la Réunion pour inaugurer des Floralies et qui nous avait reçus en privé à la préfecture à la suite d'un courrier que j'avais envoyé. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, waouh, aux innocents les mains pleines. Pendant cette expérience associative, mais aussi expérience de vie, je me suis rendu compte que cette inégalité entre les femmes et les hommes était due certes à un système social dirigé par des hommes, mais aussi par une éducation familiale qui faisait la part belle aux garçons. Quand un garçon arrivait, c'était un don du ciel. Dans ma famille, je n'avais pas ressenti ça. Finalement, mon père, je crois qu'il était assez moderne par rapport à ça. Et je crois que c'est un peu grâce aussi à lui que je me suis lancée corps et âme dans cette lutte pour l'égalité des chances de mes concitoyennes. J'ai créé la MAFAR en 1994. J'y suis restée 13 ans. À la FAR, je suis restée 10 ans. Je suis restée 13 ans à la MAFAR et j'ai quitté la MAFAR en 2007. Mon mari avait des problèmes de santé, moi-même je n'étais plus très jeune et je souhaitais prendre ma retraite, qui n'en a pas été une puisque j'ai très vite à nouveau créé notre association, le CEVIF. Depuis peu, le temps a rajouté une année de plus sur mes épaules, ce qui amène le compteur à 86. J'ai 86 printemps. Et c'est peut-être aussi l'âge de la sagesse. Un auteur connu a dit que les 3 piliers de la sagesse étaient de ne pas écouter le mal, de ne pas voir le mal et de ne pas dire du mal. J'ai essayé d'appliquer ce qu'il disait et j'ai ajouté un 4e, je ne veux pas faire de mal aux autres. Je pense que dans notre monde aujourd'hui, notre monde qui est difficile, je pense qu'aujourd'hui, il est important pour chacun de nous d'y apporter notre petite pierre pour construire ce monde beaucoup plus humain, beaucoup plus juste, beaucoup plus épanouissant pour notre société. Ce monde d'aujourd'hui est un monde qui est dur. C'est pas ce monde que nous voulons pour nos enfants. Je voudrais aussi vous dire que dans notre monde de représentation, l'apparence cache souvent l'essentiel.
Il est important aujourd'hui d'aller vraiment voir les gens, pour voir chaque être humain. Pour moi, il a au fond de lui, peut-être au très fond de lui, il a une humanité que nous avons à découvrir. Je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est aussi d'abord d'avoir ce regard qui peut sauver quelqu'un, de tendre la main pour aider quelqu'un qui a des soucis, pour qu'elle puisse s'en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment ça aujourd'hui. Notre rôle, c'est de répandre de l'amour. C'est ce qui manque le plus à notre société aujourd'hui. Cet amour qui est absolument important pour qu'on puisse continuer à vivre normalement et en tout cas de façon très épanouie. On dit que l'amour, ça ne coûte rien et ça n'a pas de prix. Alors je crois que nous n'avons pas à nous en priver, à en priver les autres. Faire du bien aux gens, ça nous fait du bien. Rendre heureux les gens nous rend également heureux. Alors je pense que nous devrions nous en priver. Ça pourrait être une belle règle de vie. Rendre les gens heureux, ça nous rend heureux. Vous savez, moi, aujourd'hui, je suis en paix avec mon passé. J'ai pratiqué cet adage, fais la paix avec ton passé pour ne pas ruiner ton présent et ton avenir. Donc, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Être en paix avec moi-même. Essayer aussi de dispenser de la paix autour de moi. Et de voir ce qui est beau. Vous savez, quelquefois, on n'a pas le temps, quand on a le nez sur le guidon en permanence, comme c'était mon cas, on n'a pas le temps de voir les petites choses simples qui sont tellement belles, les fleurs de mon jardin, le boléro de Ravel, toutes ces choses, toutes ces petites beautés, ces joies simples qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas le temps de voir et qui pourtant nous font tellement de bien aujourd'hui. Alors, pour terminer, conclure, je voudrais vous dire: acceptez l'amour que je vous offre, je vous le donne, c'est vraiment de tout mon cœur. Merci.